chers auditeurs. Marie-France Guimard-Roche est encore avec vous pour vous raconter une histoire d'en savoir plus, avec mes deux amis François Michalon et le docteur Ali Avji. Je le dis bien. Presque. Ali Avji, mais bon, vous inquiétez, c'est pas grave. Il fait des formations à ce sujet. La dernière, je sais que vous m'aviez dit que la dernière syllabe, c'était de là où vous venez. Oui, absolument. Non, mais I, ça veut dire deux en persan, en iranien. Et comme je suis d'origine iranienne, je suis né à Téhéran, mais je suis venu ici quand j'étais tout petit, dans les années 68. Et Avji, c'est des trois villages, et I, ça veut dire deux, cet endroit-là. C'est pas très original, mais voilà. Et donc, c'est comme les îles Fidji, vous voyez, avec donc des vous êtes persan. Voilà, exactement. Mais comment peut-on être persan? Je vous expliquerai ça lors d'une autre émission avec mon ami Montesquieu qui va venir donc vous écrire des lettres. M'écrire quelques lettres. Tout un programme. François, qui êtes-vous? Qui suis-je? Bonne question. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Vous changez de personnalité comme ça au fil des... C'est ce que je pourrais conseiller, c'est-à-dire, je dis très souvent, la vie est un jeu. Donc par conséquent, à nous de nous amuser. Aujourd'hui, on est là pour parler du livre que j'ai coécrit avec Ali et le docteur Alain Delabo. Donc on va vous parler burn-out. Demain, ça pourrait être comment est-ce que je m'occupe d'athlètes de haut niveau, de dirigeants. Ça serait encore une autre facette. Génial, ça. On a tous en soi plusieurs facettes. C'est pour ça qu'il s'appelle Michalon. Voilà. C'est la moitié du chalon. Merci. C'est ça? Oui, ça vient de là, on me l'a fait souvent quand j'étais gamin, mais bon. Oui, il n'y a pas de raison que moi je me fasse. Voilà, et j'en ai écouté bien d'autres. Vous avez en fait le nom d'un personnage des Tontons Flingueurs, je suis sûre. Oui. Ah bah oui, ça m'a valu aussi beaucoup de d'accord, c'est vrai. Ah oui. C'était comment il s'appelait, Lefebvre. Oui, et absolument. J'étais très très au fait de cette chose-là parce que il habitait tout à côté. Ah d'accord. Il était à 3 km de chez nous. Jean Lefebvre. Oui, Jean Lefebvre. Il habitait Tréon. Il avait une très belle villa d'ailleurs, une très belle maison. Oui. Et il était très aimé dans le coin, évidemment. Mais non, il a marqué. Peut-être un peu triste. Il a marqué dans la vie de tous les jours. Ça arrive, ça. Ça arrive. Oui. Moi, je l'ai rencontré dans d'autres circonstances. Effectivement, c'est pas toujours le personnage qu'on pouvait voir sur les écrans. Un peu comme des Funès aussi. Mais oui, certainement. Et bon, non. Mais c'est pour ça que je dis gardez la joie. La joie vous permettra de surfer sur les aléas du quotidien, parce que tout le monde a un certain nombre d'expériences. Moi, je parle d'expériences. D'autres vont parler de problèmes. Donc, nous avons tous des expériences. Il est souhaitable de surfer au mieux possible sur toutes ces expériences qu'on nous envoie et qu'on est en mesure de passer. Alors certaines sont un peu plus compliquées que d'autres, mais si vous gardez la joie, on s'aperçoit que c'est plus simple. Pour vous, rien n'est insurmontable grâce à la joie. Oui, grâce à la joie, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit, de s'amuser, de ne pas se prendre au sérieux. Déjà, de ne pas s'identifier à certaines choses. C'est comme si Ali s'identifiait en disant je suis médecin urgentiste, je crois dur comme fer à ça et pas autre chose. Ali n'est pas que ça. Je ne suis pas que ça, et vous, Marie-France, vous avez aussi certainement plein de palettes à votre... oui, enfin plein, quelques-unes, quoi. Mais un certain nombre. Donc, ne vous enfermez pas dans un personnage, dans une fonction, parce qu'on s'aperçoit que dans le burn-out, certains se sont enfermés là-dedans, et qui plus est, ce sont bien souvent des personnes qui sont qui font les choses à fond, et qui sont perfectionnistes. Donc, il arrive un moment où ça coince. Et ça coince parce qu'il y a justement ce qu'on disait tout à l'heure, pas assez de détachement, pas assez de hauteur, pas assez d'amusement, parce que pour s'amuser, il faut un peu d'espace. Sinon, vous êtes trop sérieux. En étant trop sérieux, c'est trop serré. Enfin, vous voyez, tout ça se tient. Donc, trop à cœur on peut prendre ça à l'extrême. J'ai mis une petite image que peut-être vous avez vue sur Facebook, où deux types sont accoudés à un comptoir dans un bar, et l'un dit à l'autre très sérieusement, tu ne crois pas que les deux plaies de notre existence, de notre société actuelle, c'est quand même l'ignorance et l'indifférence. Et l'autre répond, je sais pas, je m'en fous. Oui, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Non, j'avais pas vu l'annonce, mais c'est un peu ça. Mais attention, ça veut pas dire que il faut faire, quand je dis soyez plus léger. Il faut pas du je m'en foutisme. Non, c'est pas du je m'en foutisme, c'est de faire les choses, on va dire, consciencieusement, parce que ça, c'est un terme, je trouve, qui se perd. J'avais souvenance, moi, mes parents, grands-parents disaient on fait les choses consciencieusement. Aujourd'hui,
je ne vais pas dire que plus personne, mais si on regarde dans les différentes corporations, c'est difficile de trouver du bon personnel parce que plus personne ne fait les choses consciencieusement. Par contre, mais pourquoi ça les intéresse plus ou bien Je crois qu'il y a une perte de motivation parce que si on va chercher plus loin dans les sociétés, il n'y a peut-être pas assez de respect pour l'être humain. On parle bien de capital machine, numéraire, on parle de capital humain, mais si vous regardez dans bon nombre de sociétés, il n'y a plus de respect pour les uns et les autres. Il y a ce terme épouvantable, je trouve, qui s'appelle le dégraissage. Oui, alors ça c'est un terme des années 80-90. Oui, c'est terrible, c'est abject. Il y a ça, et puis encore une fois, on ne sait plus dire merci dans les sociétés. Enfin, en règle générale, on ne sait plus valoriser la personne, on ne sait plus complimenter un simple compliment. C'est catastrophique. Et tout ça amène des pertes de motivation, amène des manques de confiance en soi. Et puis il arrive un moment, peut-être dans certains services, à quoi bon que je me décarcasse pour certains parce que j'ai aucune reconnaissance. Ne serait-ce qu'un simple merci ou un sourire. Donc il y a un ensemble de choses qui fait que l'être humain a tendance à souffrir. Certains ne sont pas au même niveau de souffrance les uns que les autres, puisqu'on constate aussi qu'il y a des personnes qui résistent parfaitement bien à la pression et qui font des choses extraordinaires, et puis d'autres qui n'ont pas la même résistance, parce que chacun a un comportement, un caractère différent. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Néanmoins, faites attention à votre fonctionnement, à ce que vous faites dans la journée, à votre manière de faire, à votre caractère. Écoutez autour de vous, regardez comment fonctionnent les uns et les autres, c'est-à-dire soyez plus à l'écoute. Et écoutez-vous vous-même d'ailleurs. Oui, mais alors ça c'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'on conseille très souvent de dire faites attention dans votre famille, comment va se comporter votre épouse, vos enfants, etc. Au travail c'est pareil, ayez un œil, allez vers l'autre pour voir comment ça se passe. Intéressez-vous, mais communiquez, mais c'est pas communiquer, c'est aller vers l'autre, parler, échanger avec l'autre. Parce que communication, ça pourrait rejoindre, c'est encore ça la communication. C'est intéressez-vous à l'autre, regardez comment il fonctionne, et puis ainsi il y aura un réel échange. Puisqu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui sont extraordinaires, mais on peut pas dire qu'on s'intéresse aux uns aux autres. Quand vous regardez le contenu, quand vous regardez tout ce qui se passe, c'est pas ça. Et en plus, il faut faire très très attention à ce qu'on met sur ces réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Oui. Il y a ça, mais il ne faut pas. Voilà, ce que disait encore un peu plus loin que François, qui disait que les réseaux sociaux, c'est une communication. On met n'importe quoi dans la communication, mais on ne se parle pas vraiment avec uniquement Facebook. Et il faut mettre quand même ce côté. On peut pas avoir 1000 amis. Vous voyez, il y en a qui ont tellement. C'est pas des amis, ce sont des connaissances, si vous voulez, ou des personnes que vous avez rencontrées. Mais disons que il faut que Facebook devienne aussi, après que, vous voyez, par exemple, nous on s'est contactés, mais on vient se voir, on vient se parler. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut. Par contre, j'ai sympathisé avec vous, François, sans vous avoir vu et sans vous connaître. Oui, mais ça, c'est normal. Entre gens sympathiques. Allons. Oui. Il y avait un truc qui m'avait frappé. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Ça s'appelait Mon cousin d'Amérique. C'était un film d'Alain Resnais très ancien. Et c'était le professeur Laborie, je crois. Exactement, oui, tout à fait. Qui faisait des expériences très, très étranges. Avec les petits souris, il avait mis une cage avec des souris. Alors, une cage, il chauffait le sol. Alors, la souris qui avait chaud aux pattes passait dans l'autre cage. Et puis là, l'autre aussi se mettait à chauffer. Et hop, il revenait. Et il ne trouvait, en fait, cette petite souris ne trouvait aucune solution à son problème, qui était le chauffage des papates. Et elle finissait par développer des maladies. Alors peut-être en se sentant complètement étouffée dans une situation donnée, on cherche des solutions, on n'en trouve pas, et on développe quelque chose de très embêtant. Ah oui, mais ça c'est. Comme le burn-out d'ailleurs. Le docteur pourrait répondre, mais c'est sûr que c'est fréquent. Oui, c'est vrai que je me rappelle très bien de ce film, mais en plus, donc ça c'est une des expériences. L'expérience finale de ce film, c'est en fait comment donner des ordres aux personnes qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. À la fin, ils peuvent. C'est le totalitarisme qui était un tout petit peu visé là-dessus, c'est-à-dire qu'on donne des ordres à des ordres et sous le couvert de la science, on peut faire n'importe quoi à des gens qui peuvent appuyer sur des boutons pour aussi faire mal. En découpant les responsabilités à l'extrême. Exactement, c'était ça. Mais en ce qui concerne les stories que vous avez dit, c'est effectivement tout à fait juste. Je vais vous donner aussi un autre exemple qui rejoint celui du burn-out, c'est-à-dire qu'on met des souris dans une sorte de labyrinthe et on y prépare. On y applique un petit drap qui a l'odeur du chat.
Et donc, il commence à s'exciter, il a peur et il s'enfuit. Et le lendemain, de nouveau pareil, et ainsi de suite. Et au bout de 10-15 jours, en présentant la petite lingette avec l'odeur du chat, la souris, ne pouvant pas s'échapper de ce labyrinthe, finit par laisser tomber. Et donc ne réagit plus à sa manière de sauver. Donc ça, c'était vraiment ce qui est un peu l'expérience du burn-out chez des animaux comme ça, comme une sorte de modèle. C'est-à-dire que le stress fait fuir au départ. Deuxième stress fait fuir, il essaye de se sauver. Et puis, à un moment donné, tellement il y a de stress tous les jours, la même manière, qu'il finit par abandonner et il devient épuisé de pouvoir s'échapper. Parce qu'il n'a pas d'échappatoire. Elle se couche par terre. Oui, elle reste là, elle attend que la mort arrive, entre guillemets. Alors bon, donc c'est un peu... Oui, mais ça, c'est une immunité. Alors, en fait, d'avoir le stress, c'est bon parfois. C'est ce que je dis, le bon stress, le mauvais stress, on en a tous toujours entendu parler, c'est-à-dire que quelqu'un on parle dans le livre, quelqu'un qui veut rentrer sur une scène d'opéra, qui veut chanter, un acteur, il nous dit souvent, moi j'ai un stress, mais dès que je suis sur la scène, ça part, et là j'ai une sorte de bonheur en moi, et là je peux m'éclater avec ma voix, ou avec vous voyez que genre un peu Fabrice Lucchini, quand il arrive, il fait son show, etc. Et puis tout d'un coup après ça part dans tous les sens, ou un grand orateur, ou quelqu'un qui arrive sur la scène. Je connais ça parce que je chante beaucoup, et je me dis toujours, si j'arrive à sortir la première note, exactement, le reste, ça va aller. Voilà. Alors, dès que vous avez passé cette cape-là, et puis il y a le mauvais stress où la personne arrive sur scène, il peut même pas parler, et paralyser l'enfant qu'on a envoyé sur le truc rapidement comme ça. Vas-y, ma chérie, t'es le meilleur, tu vas jouer du piano, et puis il est là et il peut même pas commencer ou chanter ou jouer son morceau. Donc voilà, ça c'est un peu le stress appliqué ou le stress chronique. C'est là que nous avons introduit cette notion où l'épuisement est peut-être un stress chronique qui dure et qui vous fait une pression tout le temps au travail ou ailleurs et qui va vous rendre épuisé. Et comment sait-on que nous sommes victimes du burn-out ? Comment on sait ? Alors, soit... juste avant, François, oui. Avant de parler de burn-out, encore une fois, côté médical, il faut quand même savoir que tout le monde n'est pas en burn-out parce qu'on a des signes qui pourraient le faire évoquer. Il faut toujours faire un petit bilan, je le répète tout le temps dans les émissions pour pas qu'on soit taxé de gens un peu... non, mais en plus, c'est réel, c'est-à-dire qu'il faut quand même voir si les thyroïdes est normal, s'il n'y a pas de problème d'ionogramme ou d'autres maladies qui peuvent donner un syndrome qui ressemble soit à la dépression, soit à un épuisement. Donc, il faut faire le tour du pâté de maison, Ali. Absolument. Ça, il faut toujours faire le tour du pâté de maison au départ et ça coûte pas grand-chose d'avoir une consultation avec un médecin pour pouvoir savoir une prise de sang simple. Quand ça vous arrive et que ça dure, c'est ce qu'il faut faire d'abord. Hein. Et puis après, François... Oui, mais il est bon de rappeler ça parce que c'est du bon sens. Et on constate aussi que bon nombre de personnes, même à haut niveau, manquent des fois de bon sens. Est-ce que tu as consulté le médecin ? Est-ce que tu as fait des examens mais de basiques, hein ? Ah bah non, alors que ça peut venir de là, déjà. Et en rétablissant certaines choses, je dirais le patient ou l'être humain peut retrouver un équilibre sans forcer qu'il soit en burn-out, en situation d'épuisement. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a quand même des signes. Il y a des signes comme l'irritabilité. Merci. Daria. Tu as bien fait de venir ce matin. Perte de sommeil. Ne t'endors pas, François. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous avez plein de signes, changement de comportement, entêtement, vouloir faire les choses d'une manière beaucoup trop impliquée, fait que tout ça, ça doit vous mettre, je dirais, la puce à l'oreille jusqu'au jour extrême où personne ne s'aperçoit de rien, mais un beau matin, mettons que la personne va se réveiller, mais ne pourra plus se lever. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est un blocage physique. C'est mental, psychologique et physique. Il n'y a plus rien. Et vous avez des personnes qui se réveillent, mais il n'y a plus rien. N'ont plus envie de faire quoi que ce soit. C'est même pas d'aller travailler. Il y a rien. Une déshumanisation. C'est ça. C'est réel. D'un coup. Oui, d'un coup. C'est-à-dire que la veille, ils étaient en pleine forme, prêts à tout. Hyper. Donc hyper, c'est trop.
Et puis ils vont passer la nuit, il n'y a plus rien. Et on a plein d'exemples dans ce cas-là. Et pour certains, ils veulent pas se lever, ils veulent pas y aller. Non, parce qu'il faut savoir qu'une personne qui est en situation de burn-out est en situation de déni. C'est-à-dire que même si on dit attention, non, tout va bien, c'est normal, etc. Et un jour, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que l'organisme à l'intérieur, il y a quelque chose qui se casse. Il se venge d'un coup. Oui, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça il se venge l'intérieur, c'est pour ça que ça s'appelle un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont donné tellement de jus, il n'y a plus rien à nouveau. Alors après, vous voyez, arriver à ce stade-là, c'est ça que nous on essaye de faire, c'est par des petits groupes de parole ou par de l'information toute simple, éviter d'en arriver là, pour que les gens soient mieux, que l'entreprise soit mieux, que le sportif soit mieux, la mère de famille, etc. etc. Donc pour qu'on n'en arrive pas à ce stade, il faut d'abord prévenir, informer, et puis ensuite donner quelques conseils. Informer, donner des conseils, c'est votre rôle à tous les deux. Voilà, c'est ce qu'on a essayé d'écrire avec le petit livre. Merci de nous permettre également de le faire, parce qu'on peut avoir écrit un livre, ce livre fonctionne très bien, disponible dans toutes les librairies, mais c'est pas suffisant pour autant, parce qu'il faut le faire savoir. Donc c'est bien de nous passer, je dirais, l'antenne, comme on dit, pour faire passer ces informations. On a également, on peut le dire, on a sur Facebook, pour ne pas le citer, une page sur le livre qui s'appelle Burnout, le vrai du faux. Donc vous pouvez trouver dessus, on met pas mal d'articles. On met un peu l'actualité, les gens peuvent liker la page, peuvent commenter, parce que c'est nécessaire. Il faut le faire savoir. Ils peuvent échanger, oui. Et de là, ça nous amène également, puisqu'on est intervenu dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans des entreprises. C'est pas toujours évident de reconnaître, pour des entreprises. Et nous, on n'est pas là pour condamner des entreprises, au lieu que d'attendre qu'il y ait des suicides ou des choses comme ça à répétition, ou des arrêts de travail intempestifs qui durent 2 ans, 3 ans, parce que c'est comme ça, quand ça arrive. Et bien, et quand ça arrive aux dirigeants, alors là, c'est encore plus catastrophique, parce que effectivement, ça existe. Johnson & Johnson a mis $100,000 récemment pour faire un programme contre le burn-out aux États-Unis, parce que ce programme aide leurs dirigeants, parce que si jamais un dirigeant qui dirige par exemple Google ou une grosse entreprise est en burn-out, vous imaginez le nombre d'euros qu'ils vont perdre. Donc ils préfèrent prévenir les cadres dirigeants ou même les employés, pour que, on évite une perte économique. Donc c'est ce qu'on essaye de dire, nous, que le bien de l'entreprise, c'est le bien-être aussi des gens qui y travaillent. Et ça, c'est dans l'abstraction un peu de ce qu'on apprend dans le management, etc. Mais c'est pas dans les faits. C'est-à-dire que dans les faits, c'est pas ça. Il y a des entreprises qui le font. Mais dans les faits, c'est encore avoir la rentabilité, essayer de diminuer les coûts, etc. Presser le citron. Voilà. Ouais, complètement, oui. Le citron, il doit être bien aménagé. Il faut pas effectivement presser trop le citron. Il faut que aider l'employé, le dirigeant, tout le monde, à être bien dans sa peau. Et ça passe par effectivement avoir une conscience de ce qu'on fait, d'avoir un peu de recul et d'être efficace beaucoup mieux. Et est-ce qu'on peut le soigner, ce burn-out ? Ah oui, ça se soigne, heureusement. Il y a des personnes, attention. C'est facile ? Non. Alors, déjà, premièrement, le burn-out n'est pas une fatalité et c'est pas une obligation de tomber dans le burn-out ou dans l'épuisement. Donc c'est pour ça qu'on est là et qu'on fait beaucoup de prévention et même d'intervention sur différentes personnes. Ensuite, oui, ça se soigne. Quelle est la durée pour sortir du burn-out? C'est très variable en fonction des personnes et en fonction de comment ils sont accompagnés sur un plan médical et comment ils sont accompagnés également sur un plan parallèle. Parce qu'on peut être accompagné sur un plan médical, ça me paraît normal, mais on constate qu'il y a plein de patients, de clients qui vont faire appel après soit à un sophrologue, soit à une technique différente. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils me disent bon, c'est bien, je suis suivi médicalement, ce qui est indispensable, mais c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas toujours une compréhension de ce qu'il en est. Et par expérience, j'ai d'autres solutions à leur proposer. Et là, j'ai fait des conférences à Strasbourg dernièrement. Des clients sont venus me voir après et m'ont dit mais on voudrait, ça fait très longtemps qu'on est en situation de burn-out, mais on tourne en rond. Parce que ça va pas. Donc, moi, mon mal rôle, conseillé, mal suivi. Non, je peux pas dire mal conseillé. Ils sont certainement bien conseillés, mais ça traîne. Alors que on peut faire. Enfin, j'ai mis une méthodologie en place qui permet à la personne d'accélérer, adapté à elle, et qui permet d'accélérer le process et non pas de rester dans cette léthargie du burn-out.
Voilà, donc c'est possible. C'est pas parce que vous avez fait. C'est une expérience ce burn-out. C'est pas dramatique. Une personne me disait en conférence, mais j'ai honte d'en parler. Je dis mais pourquoi vous avez honte d'en parler? Au contraire, parlez-en, ça va vous faire du bien. Parce qu'elle voyait ça, c'est comme si c'était une honte un peu. Une honte. Elle me dit vous vous rendez compte? Je dis mais non. Je tiens pas le coup, j'ai pas la carrure. Oui. C'est toujours pareil. Des gens qui bossent généralement. Oui, c'est des gens de valeur. C'est pas. Mais c'est toujours la même histoire. C'est de quelle manière voyez-vous le verre, à moitié vide ou à moitié plein? Et à partir de là, quand je fais prendre conscience à une personne de ce qu'elle est réellement, parce que très souvent les personnes aussi se voient du mauvais côté de la lorgnette, alors que les personnes ont énormément de qualités. Mais c'est difficile de se voir de manière objective. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que oui, mais je suis d'accord. C'est pour ça que d'un point de vue extérieur, moi, quand je vois une personne et quand je vois comment ça fonctionne à l'intérieur, je dis bon, voilà ce que l'on peut faire. Après. Il y a des personnes qui me disent non, c'est pas possible, je vais pas y arriver, ou je crois pas en telle chose. On parlait tout à l'heure du champion olympique d'escrime dont je me suis occupé. Au début, il me dit mais je crois pas à ton truc. Mais je dis je te demande pas de croire. Essaye. Je te dis simplement essaye. Tu verras et bien. effectivement, il a vu que ça fonctionnait. C'est comme ça. Soyez curieux. Donc allez voir votre médecin parce que ça c'est nécessaire et capital. Mais on peut s'en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Et puis pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, je crois qu'il y a une chose qui est capitale, moi, que je constate, c'est qu'il est nécessaire que les gens retrouvent une paix intérieure. Et on va parler de paix dans le monde, on va parler de tout ça, alors qu'il y a énormément de conflits, mais il y a énormément de personnes qui sont en conflit avec eux-mêmes. Et ça, c'est dramatique. Et dans le temps, on disait que la paix soit avec vous, ça a quand même traversé les temps. Et avec votre esprit. Avec votre esprit. Il est nécessaire aujourd'hui que chacun retrouve une paix intérieure, une certaine paisibilité pour être bien. Si vous êtes paisible à l'intérieur, si les gens sont en situation de surchauffe, c'est bien qu'il y a un souci. Retrouver une paix intérieure, et moi c'est un de mes objectifs, d'amener mes clients aux différentes personnes pour dire retrouvez cette paix intérieure, parce qu'elle est en vous. Elle est en vous. Simplement, elle est encombrée parce que vous avez tout un tas ramené tout un tas de bric-à-brac qui ne sert à rien. Et on disait tout à l'heure, trier. Enfin, il y aurait de quoi faire encore plein d'émissions. Mais oui. Est-ce que le bonheur est dans le pré? Est-ce qu'il faudrait... si on ouvre la fenêtre, là, oui, on le voit là. On entend les oiseaux, c'est agréable, c'est vrai. Ah oui, on a une vision magnifique là, dans ce studio. J'ai des arbres devant moi, verts, avec un petit ciel bleu, blanc. Et vous n'avez pas ça avec Madame Bachelot, quand vous aviez vu Roselyne? Ah oui, non. Oui, il y a 3 semaines, on était. Ouais, elle est drôle d'ailleurs, non? Elle est sympathique, cette femme. Elle est formidable, elle est dynamique. Elle est vivante. C'est une bête de radio, hein? Oui, c'est vrai. Franchement, je dirais belle reconversion, parce qu'elle ne s'est pas identifiée à sa fonction. Et là, je crois, d'après les informations que j'ai eues, elle va lâcher la radio pour repasser à la télévision. Donc, elle s'adapte. Et puis, elle a écrit des livres aussi très intéressants. Enfin bon. Elle a oublié ses vaccins contre la grippe, quoi. Oui. Après, on va pas rentrer dans tout. Oui, elle a trié. Disons, elle a trié et elle a fait des choix. Elle a pris des décisions. Et elle s'est pas laissée marcher sur les pieds par les candidatons. Parce que ça aussi... Ça, c'est déjà une grande force. C'est une force. Le problème du burn-out, c'est qu'on n'ose pas dire non. Je vois, moi, il y a des salariés dans les sociétés qui me disent ben non, mais j'ose pas ou je peux pas. Je dis non, mais il faut s'affirmer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si je ne suis pas là? Les cimetières sont pleins de gens indispensables. Non, soyez peut-être osez plus. Ça, c'est capital. Sinon, vous allez finir comme tout le monde. Les moutons finissent en côtelettes et c'est pas le but. Donc, ou dans le ravin. Ou dans le ravin. Donc, osez plus, amusez-vous plus. Enfin, tout ça, ça se tient. Ça rejoint un état d'esprit. C'est l'état d'esprit que vous avez qui fera la différence. Je trouve que la musique est une très bonne thérapie. Ah oui, ça dépend quelle musique. Chanter. Mais ah ben oui, bien sûr. Mais trouvez des choses qui vous fassent plaisir. Ça peut être chanter. Par exemple, Ali il fait la collection des boîtes de camembert. Je sais pas pourquoi. Ça, moi. Oui, donc. Et je suis sûre, Ali, je connais maintenant un petit peu. Vous cherchez les boîtes de camembert de Normandie avec des pommiers dessus. Ah oui, parce qu'il m'a dit en venant, il m'a dit on va s'arrêter, etc. J'ai dit dans la voiture, ça va sentir un peu. Il m'a dit c'est pas grave. Bon, mais une maison, un champ avec des pommiers. Voilà, c'est ce que je cherche moi. J'ai envie de faire ça aussi. Mais vous savez, moi, je pense que il faut quelques conseils simples, moi, de mon côté, pour les jeunes et les moins jeunes aussi, c'est de réfléchir avec de l'innovation, avec un plaisir. Et ce qui nous manque, c'est aussi la réflexion, et ça rejoint le temps qu'on doit prendre. Il faut prendre du temps pour réfléchir.
Et par exemple, dans les devoirs qu'on donne aux enfants, eh bien, la réflexion est quelque chose d'important et de fondamental, et non pas uniquement que d'écrire vite ce que vous revoyez sur un autre texte que vous avez observé et de le retranscrire. Il faut réfléchir, et c'est avec la réflexion que nous pouvons avoir cette vision un peu plus détachée des choses, parce qu'on réfléchit sur ce qu'on fait. Donc ça rejoint la conscience. Et la conscience, c'est quelque chose de fondamental que nous perdons. Et il faut garder la conscience de tout ce qu'on fait. L'intelligence artificielle, on était dans aussi un colloque à Sciences Po où j'ai discuté avec les collègues le sujet était technique, business et l'humain. Et de plus en plus l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et bien plus, les réseaux sociaux, ça a même dépassé les objets connectés et toute l'intelligence artificielle qui va amener à un homme du futur avec un cerveau quasiment électronique. Vous voyez, c'est ce que l'on prétend faire dans l'avenir. Eh bien, il y a une chose qu'il faut garder si on veut maîtriser tout cela, c'est la conscience de ce que l'on est en train de faire. Alors, l'exemple, que je donne toujours et que je reviens toujours, c'est marrant parce que je l'ai appris en 6e avec un professeur, je me rappelle très bien encore, c'est Monsieur Réfaux, et ça fait déjà beaucoup d'années, comme quoi c'est vraiment la vie est étrange. On fait un boucle. Il m'a dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et c'était Rabelais qui disait ça, un ancien médecin qui a fait Pantagruel, Gargantua pour faire sourire ses patients, parce qu'à l'époque nous n'avions pas de morphine ou d'antalgique important. Et bien après, des siècles plus tard, nous nous sommes aperçus qu'en riant, en souriant, eh bien nous sécrétions des endorphines sur la moelle postérieure au niveau de la moelle postérieure de nos petites moelles qui sécrètent des endorphines, qui sont des produits qui simulent, qui sont comme de la morphine. Donc ça nous rend moins douloureux. Il faut garder le plaisir de la vie. Voilà, quand vous souriez, vous êtes moins douloureux. Non, mais c'est une réalité scientifique. Hein. Donc faire rire, c'est ce qu'il faisait pour soulager ses patients. Et l'histoire d'une conscience sur la science est fondamentale. Si nous perdons la conscience de ce que nous sommes en train de faire, nous allons perdre. Donc les robots pourront prendre la place des hommes, mais tant que la conscience est là, ça sera beaucoup moins drôle. Ça sera beaucoup moins drôle. Oui, absolument. Oui, mais enfin, il parle que même les robots prennent la place des hommes. Dans cette discussion, ça allait très loin. Le docteur Ali Afdje, le docteur Alain Delabo, François Michalon ont donc écrit ce Burn-out, le vrai du faux, aux éditions de la Providence. Je vous donne même le prix. C'est tout à fait abordable. 12 €. Et ça, croyez-moi, il faut absolument le lire. Vous les retrouvez sur Facebook et sur Twitter, leséditionslaprovidence.com. Chers auditeurs, je suis sûre que vous avez été passionnés par ces interviews. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres histoires d'en savoir plus. Émilie Glory enregistrait et réalisera cette émission. François Michalon, au revoir. Au revoir, merci. Ali Afdje, au revoir. À bientôt, au revoir. Et on se reverra bientôt. J'espère. Au revoir. Avec plaisir.